Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Je crois que c'est parti. Salut Jeanne. Salut Larlou. Enfin, C'est vendredi! La veille des vacances. cette journée est interminable. Je me rends compte qu'on se retrouve toujours au pire moment quand on est trop à l'arrache et trop fatigué. Et aujourd'hui, en train de déménager le lycée. C'est ça, à l'aube d'une nouvelle vie. Exactement. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour ma part, je vais débriefer la suite de mes cadeaux de Noël. Noël ou poubelle part 2 avec Julie Doucet et son anthologie en bande dessinée Maxiplot. Intriguant. À ne pas mettre entre toutes les mains. Alors, de quoi je parle moi après, Dis-nous Jeanne, dis-nous. Au programme ce soir, la récolte de Tara June Winch, qui est australienne et qui, je crois, habite à Nantes, ce qui nous laisse l'occasion de mettre des petits bagpipes en arrière-plan. Je t'écoute. La récolte. Nobel ou poubelle, je serais bien incapable de répondre à cette question parce que sur le papier, sans mauvais jeu de mots, c'est 100% Nobel. Pour moi, je suis dans la cible. Et je pense qu'à la base, c'était un travail universitaire, à mon avis, qui a été adapté en fiction. Et c'est de là, pour moi, découlent tous les problèmes. 3 histoires qui s'entrecroisent, ABC, ABC, ABC. On a d'abord une histoire assez classique, jeune fille qui s'est enfuie plus ou moins de chez elle et qui rentre dans sa ville d'origine pour un enterrement, l'enterrement de son grand-père aborigène en Australie. De là ressortent toutes les tensions, amour de jeunesse, toutes les histoires de famille. Et aussi plein de choses qui se passent dans les communautés aborigènes. Notamment là, il y a l'ouverture d'une mine. C'est la seule potentielle source d'emploi, mais en même temps, ça pollue les terres ancestrales. Ils n'ont pas lu la mini-clause, donc ils se font exproprier, etc. Donc ça, c'est assez classique. C'est intéressant, sans plus. Okay. On a aussi donc en deuxième fil narratif des lettres du début du XXe siècle, écrites par un révérend qui vit dans une communauté aborigène en Australie, à quelqu'un, une autorité, à qui il raconte comment il a construit sa communauté pour les aborigènes, une sorte de refuge. Et il veut créer quelque chose de sécurisé où les aborigènes... Bon, il y a un petit peu l'idée qu'il veut les sauver, mais il veut les sauver des autres blancs. Puisqu'en fait, comme il y a des espèces de cow-boys qui traversent l'Australie, et en général, ils chopent une aborigène au passage, qu'ils enchaînent à leur chariot, et ça devient leur esclave sexuel, en fait. Donc, il crée cette petite communauté où il accueille des familles dans des bungalows ou dans des dortoirs. Et en fait, c'est compliqué parce qu'ils n'ont qu'un fusil, il n'y a que lui qui a de quoi se défendre. Et en gros, ils sont victimes. Dès que les gamins du bourg d'à côté, ils boivent trop, ils font des raids, en fait, et ils détruisent tout, et ils chopent au passage 2-3 filles, et c'est toujours tragique. Et donc, c'est ce révérend qui écrit et qui est là, bon, ben voilà, ces gens-là, ils sont méritants, et donc, aidez-moi. On se doute que ça va pas forcément se passer comme ça. Ouais. Et en mais lui a troisième- ce regard un peu paternaliste sur la. Un sur peu, les ouais. Aborigènes. Un Ok. peu. Et, mais ça, c'est intéressant parce que c'est plus historique, Ouais. en fait. Mhm. Et en troisième lieu, on a ce qui est le cœur du livre et en même temps ce qui est le plus dur à lire, des pages entières de lexique. Où, en fait, le grand-père mort a écrit un dictionnaire avec l'idée de ma langue disparaît, il n'y a plus de locuteur de cette, je ne sais plus exactement quelle communauté aborigène. Donc je vais offrir ça à la aux générations futures, où j'écris donc un dictionnaire de cette langue-là vers l'anglais. Ah oui. Sauf qu'en fait, évidemment, il peut pas juste faire quelque chose de neutre en mode Larousse, chaque définition, mais on a quand même une liste de définitions sur la page, ce qui est un peu aride. Mais ça devient vite autobiographique en fait, parce qu'il explique les différences entre l'anglais et sa langue, et donc c'est des différences de concept, de vision du monde, notamment le mot récolte, d'où vient le titre du livre, The Yield en anglais, puisque The Yield ça veut dire récolte, rendement, et il explique que le mot qui correspond en aborigène, c'est aussi ce que nous on investit dans la terre, etc. C'est pour ça que y a un petit logo avec des épis de maïs enflammés, et il y a une note de l'illustrateur qui explique pourquoi cette illustration, il y a des espaces blancs entre les épis de maïs, et ça montre dans cette langue aborigène, c'est un peu yin et yang, tu vois, tout est pris dans cette totalité.
Et l'illustrateur est d'origine aborigène également? Je ne sais pas. Cover designer, John Gray, je n'en sais pas plus. Est-ce que tu fais partie de ces lectrices qui culpabilisent quand elles sautent des pages? Parce que moi, j'aurais tendance à dire, si c'est un peu chiant, sautons ces passages. C'est pas chiant, c'est juste... Non, parce que comme c'est un peu autobiographique, on comprend qu'il a été enlevé à sa famille, qu'il a été séparé de ses frères et sœurs, qu'il a été envoyé dans un orphelinat, etc. C'est le style en fait, c'est hyper laborieux, c'est pas fluide. Et je pense pour moi ça a été parce que cette autrice fait des recherches, promeut sa culture, elle a fait un documentaire je crois, donc elle est proche à mon avis des universitaires qui essayent de faire revivre ou perdurer les langues aborigènes. Et en fait... pour moi, c'est un travail de linguiste extraordinaire, mais à lire en fiction, c'est hyper difficile. Et donc, ça me tombe des mains, et c'est pour ça que je me suis arrêtée à page 170, j'ai du mal. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le principe de ce livre au départ? Et sur le papier, tout ce qui est, est-ce qu'on peut faire revivre une langue? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit le faire? Comment? Ça, je trouve ça fascinant. Après tout, j'ai fait des études en linguistique. En tant que bretonne, ça me parle aussi. Mais je sais pas. En fait, tout est potentiellement Nobel, mais la mayonnaise ne prend pas, pour moi. Voilà. Dommage. Mais le principe d'alternance, moi, il me plaît bien. Ça me donne envie. Et ça me rappelle un livre de Leonardo Padura qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens. Tu connais pas? Non. C'est génial. Mais alors, c'est génial sur le principe. Mais pareil, en fait, je pense que c'est un livre qui est très mal traduit. Et qui est d'une lourdeur syntaxique abominable. Donc il faut s'accrocher pour dépasser ça, mais en fait le bouquin est génial. D'accord. Et c'est j'en quoi reparlerai. La langue d'origine? La langue d'origine, c'est l'espagnol. D'accord. Leonardo Padura. Alors là, moi je l'ai en anglais et j'avoue que je ne sais pas comment c'est traduit parce que comme ils font des comparaisons entre l'anglais et le Wiradjuri, voilà. Donc entre Wiradjuri et anglais, et du coup à traduire en français, est-ce qu'ils ont fait un truc trilingue? Est-ce qu'ils ont fait, je sais pas. Parce que comme justement le récolte et yield, ça correspond pas non plus anglais-français. Donc si en plus tu rajoutes le Wiradjuri là-dessus, j'avoue que ça doit être un beau défi de traduction. Mais honnêtement, je pense pas que je vais le terminer. Tous les ingrédients sont là, mais ça ne marche pas. Le soufflet n'est pas monté. Bon, nos poubelles. Nos poubelles. Très bien, très bien. À mon tour de te parler de Maxiplot, cette anthologie des fanzines de Julie Doucet, une autrice québécoise qui a principalement travaillé pendant les années 90 et qui s'est ensuite arrêtée totalement de faire de la bande dessinée, qui s'est plutôt illustrée dans la peinture et qui, paraît-il, revient maintenant progressivement un petit peu à la bande dessinée. Alors, elle avait arrêté notamment parce que elle était un petit peu une des rares femmes dans ce milieu très très masculin, surtout dans les années 90. Maintenant, il y a beaucoup plus d'autrices, mais à son époque, elle était quand même très exposée. Elle a sans doute connu aussi un succès assez soudain qui l'a sans doute déstabilisé. C'est quelqu'un qui a été totalement repéré, reconnu, adoubé par les auteurs de l'association, donc la maison d'édition que j'adore, une espèce d'aventure, d'utopie éditoriale des années 90 en France. Et donc, en plus. Qui sont les auteurs qui sont les auteurs de l'association? Alors, en particulier, Jean-Christophe Menu. Jean-Christophe Menu qui a longtemps été, je pense, d'après ce que je connais de l'histoire de cette structure, vraiment la tête pensante, le cerveau parmi les éditeurs. Parce que l'association avait cette particularité d'être animée par des auteurs uniquement, qui ensuite cooptaient d'autres auteurs, décidaient collectivement, votaient de ceux à qui ils allaient donner leur chance et qu'ils allaient éditer. Mais Jean-Christophe Menu, assez rapidement dans cette aventure-là, a commencé à moins écrire lui-même et davantage se préoccuper des aspects éditoriaux, notamment parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce métier, le métier de choisir des papiers, de faire des maquettes. Donc il a un côté très artisan, mais au sens noble du terme, pour cette face du métier. Et je dois dire que
Jean-Christophe Menu, au moment où vraiment c'était lui qui était aux manettes de l'association, je savais que je pouvais acheter n'importe quel livre édité par la structure et que j'avais trouvé ça génial. Est-ce que tu as des exemples ? Il y avait le journal d'un album de Dupuis et Berberian, par exemple. Il y avait Dominique Goblet. Alors là, énorme coup de cœur de ma part. Et il a vraiment accompagné son travail de A à Z pour faire Semblance et Mentir, qui est une excellente bande dessinée. Bon, on le voit aussi parce que bien souvent, c'est lui qui a rédigé les préfaces et il explique à quel point voilà, il a vu l'œuvre en train de se construire. Je pense que c'est quelqu'un de très exigeant aussi, qui a ce travail, ce regard sur les artistes et qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais dans l'histoire de l'association, voilà, il a été, on pourrait dire, mis à l'écart. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs théories qui se combattent. Hein. L'association, au départ, son symbole, c'était l'hydre à plusieurs têtes. Et bon, les autres fondateurs lui ont un peu reproché d'avoir monopolisé le pouvoir, de ne pas avoir été assez démocratique finalement dans sa manière de gérer la structure. L'hydre est devenu Hydra. C'est ça. Et donc, la tête de Menu a été coupée sans ménagement. Deux autres ont repoussé. Lui-même s'est lancé dans d'autres aventures éditoriales, mais qui ont moins bien fonctionné. Notamment, je pense, parce qu'il avait recherché plutôt vraiment une dimension assez luxueuse dans l'édition, voilà, avec des livres qui pouvaient être assez chers. Et qui ont eu un peu de mal à trouver leur public, j'imagine. Mais ça reste quelqu'un pour qui j'ai une admiration immense, que ce soit pour son œuvre d'éditeur ou pour son œuvre d'auteur, parce qu'il a aussi fait des albums super intéressants et magnifiques. Pour en revenir après cette très très longue introduction à Maxiplot. Alors Maxiplot, pourquoi ce titre déjà, me demanderas-tu? Le fanzine de Julie Doucet s'appelait Dirty Plot. Il faut savoir que plot en québécois, ça veut dire intrigue. Chatte. Voilà pourquoi tu as mis les élèves à l'autre bout du Oui, c'est ça. Conformément à pas mal d'albums que l'association a sortis. Enfin, on parle pas d'albums en fait, de livres, moi je dirais plutôt, que l'association a sortis. C'est souvent autobiographique, c'est en noir et blanc. Ouais. C'est pas facile, je trouve. Quand tu es en train de le feuilleter, moi j'avoue que de premier abord, ça pique un peu les yeux. Hein. Alors voilà, faut s'y faire. C'est un trait qui est très 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 chargé, avec beaucoup de hachures, très très peu de blanc. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. Puis des toutes petites bulles. Des toutes petites bulles. Alors surtout le début, parce que je pense que les formats devaient être assez différents. Quand on regarde entre le tout début et la fin, les cases sont quand même beaucoup plus grandes, c'est plus lisible. Voilà, on a même des pleines pages. J'aime bien les gouttières noires, je trouve que c'est classe quand t'as de la BD en noir et blanc. Oui. Beaucoup d'audace dans le graphisme. Alors c'est pas comme Daniel Close qui lui va utiliser un style différent pour chaque strip presque, parce qu'il peut tout faire. Mais on a quand même pas mal de variétés. Hein. Et Menu explique que lui, dans les années 90, il découvre ça, sa tête implose, hein, parce que déjà, avant, une fille peut faire de la BD, avant, et en plus, peut parler de masturbation, de castration, enfin, donc elle va raconter... Ouais, ça a l'air un peu trash, ça. Ah, c'est carrément très trash. Deux, trois cases. C'est ça, voilà. Donc, elle peut imaginer qu'elle se transforme en homme, ou qu'elle va... couper des organes génitaux. Parfois, c'est assez violent quand même. Hein. Ça peut même être limite insoutenable pour certaines histoires. Et c'est vrai que de temps en temps, tu peux te poser la question, mais si c'était un homme qui écrivait ça, qu'est-ce qu'on en penserait? Ça me renvoie aussi un recueil d'Anaïs Nin que j'avais lu, qui s'appelle Vénus Erotica, si je me souviens bien. Ça me dit quelque chose. Et qui m'avait énormément gênée et interrogée, parce que... il y avait des nouvelles érotiques aussi sur des thèmes comme l'inceste. Mais il n'y a pas une BD récemment sur sa vie?
C'est possible. Si ça me dit quelque chose. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que quand on se dit que c'est écrit pour satisfaire en plus les fantasmes d'un vieux libidineux qui lui avait commandé ça, c'est quand même très très malsain, quoi. Moi, j'ai du mal à lire ça jusqu'au bout. Enfin, voilà, je m'arrête. Alors, c'est pas le cas de Julie Doucet quand même, parce que il y a à la fois beaucoup de recul. Enfin, là, d'abord, c'est pas une œuvre de commande du tout. Hein. C'est un exutoire, je pense, à toutes ces névroses, toutes les questions qu'elle peut se poser sur la vie, ses angoisses. Et ces angoisses, elles sont aussi sublimées d'une certaine manière dans la forme qu'elle adopte. Donc, beaucoup de récits de rêves aussi dans cette anthologie. Et ça aussi, d'ailleurs, c'était une caractéristique de l'association. Il y en a beaucoup qui s'y sont essayés, notamment David B, qui a fait Le Cheval Blême ou Les Complots Nocturnes, où il racontait beaucoup ses rêves et d'une manière assez flamboyante. Et ce qui est vraiment excitant, je dirais, dans ce recueil, c'est la manière dont on a l'impression qu'il n'y a aucune inhibition sur quoi que ce soit, en fait. Est-ce que ce serait pas un peu les surréalistes de la BD ? Alors, ouais, il y a pas mal de points communs avec le surréalisme, tout à fait. Notamment... Je passe ça comme ça. Non, mais totalement. Hein. Notamment le fait de se poser un petit peu en école et d'aller explorer l'inconscient, et d'explorer aussi les potentialités du médium. Enfin, vraiment, il y a pas mal de points communs. Avec l'Oulipo aussi. Bon, j'avais Loubapo. parlé de mon dada Loubapo. C'est l'association qui était à l'origine aussi de... C'est vrai ? Oui, bien sûr. D'accord, tout s'explique. Voilà. Ça reste un très 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 bel objet avec ce dos toilé orange magnifique et qui donne donc toutes ces lettres de noblesse à l'œuvre de Julie Doucet qui a vraiment marqué tous ses contemporains, je pense, et qui a aussi travaillé avec Crumb, avec Spiegelman, enfin, et voilà, qui a été adoubé par tout le monde. Tout le monde, en gros. Voilà. Donc, même si c'est une lecture qui m'a beaucoup décontenancé, à mon avis, on est plus du côté du Nobel quand même. Là, j'ai du mal à y adhérer à 100%. Je pense qu'il faut la digérer, il faut la reprendre. Il y a plein d'histoires que je trouve magnifiques, des histoires que je trouve aussi déprimantes et horribles, à l'image de son récit de son dépucelage. Mais dans l'ensemble, ouais, ça ne peut pas laisser indifférent. Pour ma part, je trouve assez magnifique ce recueil. Voilà. Super, ça donne envie. Enfin, faut s'habituer, je pense, un peu. T'es ébloui par tant de contrastes. C'est sûr, mais tu vois, après, moi, ça m'a fait un effet que je n'avais pas prévu. C'est qu'à force de lire de la bande dessinée de ce type, la bande dessinée réaliste, je peux plus. Je suis allergique. Si je vois... Tu fais de ligne claire ? Ah non, c'est plus possible. C'est vrai. Il est temps de conclure. Mitigé aujourd'hui. On est moins dans le Nobel... des yeux fermés. Non, mais lisez Julie Doucet quand même. Vous allez être étonnés. À bientôt, Jeanne. À plus et bonnes vacances à tous pour la zone C. La zone A, au boulot lundi à 8h. Bisous. Ciao, ciao.